Est-ce que la régence d'Alger était un État, d'une part, et d'autre part, est-ce que la présence turque était une colonisation ou pas? Je vais vous citer un proverbe finlandais. Dans un pays, il y a une armée, soit c'est la vôtre, soit c'est celle de l'occupant. Les janissaires, c'était pas l'armée de la régence, point barre. Avec des janissaires qui sont des Serbes, fondamentalement. Deuxième point. Le consul de Val était un consul, donc la régence d'Alger était souveraine. On va vous répondre qu'un consul, c'est pas un ambassadeur. Et qu'un ambassadeur, c'est pour un État souverain, et qu'un consul, c'est pour la périphérie d'un autre État souverain. Et les archives diplomatiques, aussi bien d'ailleurs de la Sublime Porte que de Marseille et de Paris, sont assez claires sur le fait que non, la régence d'Alger n'était pas considérée par la France comme un État souverain. On entend beaucoup dire que l'Algérie, c'était pas un État. Certains chroniqueurs et certains médias et certains hommes politiques répètent sans cesse cette propagande, sans vraiment vous expliquer, vous donner les définitions des termes qu'ils utilisent. Ils vous disent souvent, l'Algérie, c'était pas un État. Donc, n'importe quelle personne qui est censée, il doit aller chercher la définition d'un État. C'est quoi un État? C'est quoi une nation? Et c'est quoi un pays? Un État, c'est un statut juridique. Une nation, c'est un sentiment d'appartenance commun qu'un ou plusieurs peuples vivant sur le même territoire partagent. Tandis quand on parle d'un pays, on parle surtout d'un statut géographique. Donc, on revient à la question, est-ce que l'Algérie, c'était un État? Et avant de répondre à la question, on doit d'abord comprendre d'où vient le terme État. Quand est-ce que l'utilisation du terme État est apparue? Le terme État, on l'attribue à Machiavel dans son ouvrage Le Prince en 1513. Donc remarquez bien, en 1513, on parle du XVIe siècle. Donc le terme État, il a apparu au XVIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie au XVIe siècle? L'Algérie faisait face à une reconquista espagnole sur son territoire. L'Espagne, et après la reconquista, elle a essayé de reconquérir le Nord d'Afrique parce que le Nord d'Afrique représentait un danger éminent aux forces chrétiennes européennes. L'Algérie, dans cette situation, elle se retrouve en difficulté. Elle fait appel aux frères Barberousse. Les frères Barberousse, ils faisaient le djihad. Les frères Barberousse, ils faisaient ce qu'on appelle le djihad al-bahri, ça veut dire le djihad marin. Leur statut, c'était bénévole, ça veut dire ils faisaient leur djihad sans être liés à aucun souverain. Les Algériens leur font appel. Les habitants de Djidjel font appel aux frères Barberousse. Selim Toumi, le souverain ou l'émir d'Alger, fait appel aux frères Barberousse. Les frères Barberousse viennent en Algérie, aident la population algérienne et avec l'aide de la population algérienne, ils réussissent à repousser les forces espagnoles présentes sur le territoire algérien. Mais le danger reste là. Qui dit l'Espagne, dit faire face à l'Europe chrétienne. Les frères Barberousse et les Algériens, ils n'étaient pas en capacité de tenir tête à cet empire. Donc, il a fallu qu'on se protège. Là, l'idée brillante vient. On envoie une lettre et on rejoint l'Empire ottoman. Qui dit rejoindre l'Empire ottoman, dit rejoindre un califat islamique. À l'époque, ce n'était pas le statut étatique qui domine, c'était le statut religieux. En Occident, on a l'Empire espagnol et en Orient, on a l'Empire ottoman. Donc on a une force chrétienne face à une force musulmane. L'Algérie, et parce que l'Algérie c'est un pays musulman, fait appel à l'Empire ottoman et rejoint officiellement l'Empire ottoman. Pour répondre au point qui dit que l'armée qui était à Alger, c'est une armée étrangère. Et c'est pas à moi de clarifier ça. C'est les Algériens qui vivaient à l'époque qui ont envoyé une réponse qu'on peut entendre de nos jours. Les frères Barberousse, lorsqu'ils ont chassé les Espagnols d'Alger et ils sont rentrés à Alger, il y en a un Algérien qui avait un petit royaume en Algérie qui a refusé que les frères Barberousse règnent sur Alger et règnent en Algérie. Et il commence à leur poser problème. Les frères Barberousse se retirent d'Alger. Et lui, il rentre. La population algérienne, elle a refusé pour une raison. Cet émir-là, il était en alliance avec les Espagnols. Et il n'y a pas que lui. Il y a un autre souverain, Atnès, un petit émirat comme ça, Atnès. Lui aussi, il était en alliance avec les Espagnols. Les populations de Tnès, lorsque les frères Barberousse y sont venus, ils ont rejoint les frères Barberousse et ils ont attaqué les Espagnols. Donc à l'époque, on ne réfléchissait pas par le statut étatique.
on réfléchissait d'abord par l'allégeance à la religion qui est l'islam, la religion de la majorité du peuple algérien. Maintenant, on va parler de la nation algérienne. La nation algérienne, il y a beaucoup de choses qui les relient. Il y a la langue, il y a la religion, il y a les coutumes et traditions. On a une religion commune qui s'appelle l'islam. On a une langue commune qui s'appelle l'arabe. Et on a des coutumes et traditions communes aussi. Donc on parle bel et bien d'une nation algérienne, qu'ils avaient un sentiment d'appartenance commun et qui vivaient sur un territoire commun, qui s'appelle le territoire algérien. Donc le statut géographique, on parle de l'Algérie avec ses frontières. Et pour une nation, on parle des populations qui partagent la langue commune, les coutumes communes et la religion commune. Donc déjà, on a une nation qui vit sur un pays et maintenant, on se penche sur le statut juridique de la régence d'Alger. On va maintenant se pencher sur la réalité de l'époque. Maintenant, on revient à la réalité. Au début et avant le XVIe siècle, l'échange permanent des ambassadeurs était l'exception. Il était réservé aux grandes forces chrétiennes entre elles. Donc, à Alger, on avait des consuls. Mais ces consuls-là, ils faisaient pleinement le travail des ambassadeurs, même s'ils sont appelés consuls. À titre d'exemple, les consuls d'Alger, d'Angleterre, des États-Unis, ils s'engageaient à signer des traités internationaux avec la régence d'Alger. À titre d'exemple, le traité de 1795 entre l'Algérie et les États-Unis, dans lequel l'Algérie s'engage à protéger les navires américains et les États-Unis s'engagent à payer un tribut à l'Algérie ou à la régence d'Alger. Et là, on est devant une preuve incontestable que la régence d'Alger était considérée comme une entité politique souveraine, capable d'engager des traités internationaux. Elle était en capacité d'engager sa responsabilité sur le plan international. Et cette souveraineté, elle était reconnue par tous les États qui ont signé des traités avec Alger. On va répondre aussi sur le proverbe qui dit « Dans un pays, il y a une armée. Soit c'est la vôtre, soit c'est celle du colonisateur. » Et là, on est devant un sophisme. Pourquoi? Parce qu'on prend un proverbe finlandais et on l'applique sur l'Algérie. L'Algérie ne fait pas partie de la civilisation européenne. L'Algérie fait partie d'une civilisation arabo-islamique. C'est un autre monde. Et même, on va essayer de répondre. Et là, je vais faire une comparaison entre l'Algérie et la plus grande civilisation que l'humanité a pu connaître, la civilisation égyptienne. Est-ce que vous entendez de nos jours quelqu'un dire l'Égypte, c'est pas un État, ou l'Égypte n'a jamais existé? Et c'est là où vous comprenez que tout ça, c'est une propagande visant à minimiser l'histoire de l'Algérie. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler des Mamelouks. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les Mamelouks, c'est des esclaves qui ont été élevés au sein de l'Empire abbasside. Ces esclaves-là, souvent chrétiens, ils se convertissaient à l'islam. Et au final, c'est eux qui ont pris le pouvoir en Égypte. Pendant cette époque, ceux qui régnaient sur l'Algérie, c'est des Algériens. Ceux qui régnaient sur l'Algérie, c'est des Algériens. Et l'armée présente en Algérie, c'est une armée algérienne. L'Égypte, après les Mamelouks, rejoint l'Empire ottoman, tout comme l'Algérie. Est-ce que pour autant on dit que l'Égypte n'a jamais existé? Vous entendrez jamais ça. Tout en France, parce que cette propagande, elle vise l'Algérie que l'Algérie. Quand on parle de l'armée de la Régence, il va falloir qu'on se focalise sur un point très important. Financièrement, qui finançait cette armée? L'Empire ottoman, Istanbul, ou bien cette armée, elle était financée par Beit el-Mel. Ça veut dire elle était financée par Alger elle-même. Donc, cette armée, elle avait une souveraineté de signer des traités internationaux. Cette armée, elle était souveraine en termes de financement, mais elle était toujours rattachée symboliquement à l'Empire ottoman, vu le statut de l'Empire ottoman au sein du monde islamique, le statut du califat. Donc, la Régence, elle avait tous les attributs d'un État. Un territoire délimité, des frontières tracées bien avant la colonisation avec la Tunisie, avec le Maroc. Ces frontières ont été fixées par des traités ou des batailles. Alger, elle avait aussi une administration centrale. Elle avait le Diwan. Et c'est ce Diwan-là qui est consulté avant toute prise de décision. Un point aussi très important, la Régence frappait sa propre monnaie, le boudjou. Donc dire que la Régence, c'était pas un État,
c'est un raccourci historique. Dire que la région c'était pas un État parce qu'elle convient pas aux définitions occidentales, c'est un raccourci historique. Et ce qui fait la souveraineté d'un État, c'est sa capacité à engager des traités internationaux. C'est sa capacité à prendre des décisions. C'est sa capacité à s'auto-financer. C'est sa capacité à frapper sa propre monnaie. Au final, la souveraineté d'un État se mesure par sa capacité à décider et non pas à l'arbre généalogique de ses soldats.